Bonjour à tous, bienvenue dans cette quotidienne du jeudi 3 juin sur NRTV. Dans l'actu, on fait un tour d'horizon des municipalités du district et de leur nouvelle répartition des dicastères avec Michel Jotran, rédacteur en chef du journal La Côte. Deux montagnards nyonnais se lancent le défi de parcourir la Via Valais reliant Verbier à Zermatt cet été. Les deux amis Enzo Chong et Alexandre Hoffmann nous racontent leurs préparatifs. En culture, Andrea Braslopo nous emmène voir les Indiennes au château de Prangin. Je vous souhaite une très belle émission. Au sortir des élections communales, les différentes municipalités du district se réorganisent et ont pour la plupart annoncé la nouvelle répartition de leurs dicastères. On fait le point sur les changements majeurs au sein des communes de Nyons, Gland, Prangin et Rolle, ainsi que sur les bouleversements au niveau des syndicatures avec Michel Jotran, rédacteur en chef du quotidien La Côte. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, commençons peut-être par les syndicatures. On parle de 26 nouveaux syndics rien que dans le district de Nyons. C'est un énorme bouleversement. Comment est-ce que comment on explique en fait ce renouveau et ce changement de syndicature? Alors bon, il y a une part du renouveau naturel avec des gens qui, en fait, entre guillemets, ont fait leur temps, qui estiment qu'il faut laisser la place. Hein, c'est quand même, je pense que c'est la majorité des cas, c'est un renouvellement que je qualifie naturel. Il y a eu quand même quelques coups d'éclat ou des gens qui n'ont pas été réélus alors qu'ils étaient candidats. Il y a le plus grand coup d'éclat, comme je dis, c'était surtout du côté de Communy, par exemple, où toute la municipalité sortante a été éjectée. Donc Mais il y a aussi eu des cas un peu plus tendus, où la chose s'est pas faite de manière tout à fait naturelle, dirons-nous, hein, mais après, c'est quand même au final le choix du peuple. Donc ça, oui, sur 47 communes hein, du district de Nyons, 26, ça fait plus de la moitié, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors après, c'est du 109. Bon, certains, c'est des syndics qui étaient déjà dans les municipalités, c'est plutôt dans la continuité, mais il y a quelques nouvelles têtes, très nouvelles têtes, qui vont peut-être justement permettre un renouveau. Ouais, vous parlez de Communy, Michel. Il y a aussi, surtout, les coups de théâtre qui sont arrivés proches de nous. Il y a Gland et Levaux, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, faut aussi, on peut aussi citer Beugnin, là, dans une moindre mesure. Enfin, non, il y a le syndic sortant a été déboulonné par une de ses collègues municipales. Ça s'est passé au premier tour assez clairement. Pour Levaux, ça a été déjà beaucoup plus tendu, il a fallu 2 tours et ça s'est fini à 4 voix près, où effectivement un municipal qui est arrivé en cours de législature a réussi à entre guillemets, piquer la place de la syndic sortante. C'était une surprise, en tout cas pour moi, je dois bien l'avouer. Et puis Gland, alors c'est vrai que là on avait quand même le syndic qui était syndic depuis une quinzaine d'années, Christine Giraud, ça fait 10 ans qu'elle a été municipale, c'est pas non plus une grande surprise. Non, une nouvelle. Ah bah surprise si peut-être, mais non. Enfin, c'était pas une grande surprise parce que Madame Giraud est quand même très populaire. Et puis, elle a une expérience. Elle avait un bilan. Et puis, alors, il y a peut-être l'effet femme, mais je pense surtout qu'elle est très populaire. Et comme toujours, on dit le pouvoir use. Et c'est vrai que les syndics, c'est quand même souvent les têtes de Turc. C'est eux qui cristallisent aussi le mécontentement, hein, en général contre les autorités, c'est eux, donc c'est pas facile. Donc finalement, il y a du renouveau naturel dont on parle, il y a certaines surprises, mais est-ce que aussi on sent, est-ce que c'est significatif d'un état d'esprit de la population de la Côte et du district de Nyons? Alors, j'ai de la peine à dire, parce que chaque cas est différent. Ce qui est sûr, c'est que les fonctions de syndic, notamment, sont toujours plus pénibles. Hein. C'est pas facile, donc et c'est souvent des têtes de Turcs. Enfin, il faut avoir le cuir épais pour endosser un mandat, surtout que c'est pas super bien rémunéré, donc il faut vraiment avoir la vocation. Donc c'est vrai peut-être que les gens se fatiguent un peu plus de devoir assumer ce genre de désagréments, de se faire
alpaguer dans la rue, c'est pas toujours très agréable. Donc il faut vraiment avoir la foi. Ouais. Parlons à présent, Michel, des dicastères, puisque les municipalités ont annoncé donc cette semaine la répartition de leurs dicastères, avec bien entendu l'intégration des nouveaux élus au sein des municipalités. Commençons peut-être par Prangin, qui est peut-être la commune où finalement il y aurait le moins de surprises, où les deux candidats entrants, M. Jean De Wolf et M. Jean-Marc Bétance, ont justement repris les dicastères de leurs prédécesseurs, c'est ça? Oui, alors, bon, c'est sûr que, par exemple, M. Bétan avait déjà un petit peu affiché la couleur, enfin, tout en restant absolument ouvert à d'autres propositions que l'auraient pu lui faire ses collègues, mais lui, il a eu ce qu'il voulait. Après, ça a été aussi, enfin, c'est normal que l'administration générale revienne à la nouvelle syndic. Il y a eu très, très peu de changements. Oui, c'est vraiment... Je sens que ça s'est passé en bonne intelligence et que tout le monde a eu probablement ce qu'il souhaitait, en fait. Ouais. Il y a la nouveauté peut-être à noter à Prangin, c'est M. Igor Diakov qui a repris la sécurité. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la commune de Prangin et puis peut-être plus largement aussi pour Police Lyon Région? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire s'il y aura un vrai changement, mais c'est vrai que Mme Durnia-Lévy était à ce poste-là depuis quelque temps. Est-ce qu'elle a souhaité aussi voir d'autres horizons? C'est bien possible. Et puis, voilà, M. Diakov est, je pense, tout à fait à même de reprendre cette charge. Oui. Passons à Gland. Peu de surprises également. Il y a eu cet effet triangulation, finalement, entre trois municipaux. Christine Giraud, donc, qui est passée syndic et donc, qui a repris l'administration, qui était avant le dicaster de Gérald Créteny, qui, lui, a repris la sécurité, qui était le dicaster de Jeannette Weber, qui elle-même a repris les écoles, qui était le dicaster de Christine Giraud. J'espère que vous suivez à la maison. Voilà. Michel, qu'est-ce qu'on peut dire sur les répartitions des dicasters à Gland? Alors là aussi, logique que Mme Giraud reprenne l'administration générale. Après, en ce moment, le dicaster de la sécurité est assez chaud. Hein. Il y a quand même pas mal d'incivilités. Il y a tout ce problème avec les ASP, là, le personnel, les adjoints de police là, qui ont été licenciés. Le cas n'est pas encore réglé. Le syndic était déjà un petit peu au front sur cette affaire-là, notamment en termes de communication et de RH. Il y a peut-être une certaine logique à ce qu'il reprenne ça maintenant qu'il est rentré dans le rang de la municipalité, si j'ose dire. Et puis, voilà, je ne pense pas que Mme Weber doit se plaindre d'avoir pu filer cette patate chaude. Je crois qu'il faut le dire. Et on peut attendre de Gérald Créteny, ancien syndic, justement, qu'il ait une certaine position sur ce dicaster-là. Alors, depuis le début, notamment de cette affaire, on a senti qu'il y avait quand même un certain malaise, aussi une retenue due à un devoir de réserve qu'avait la municipalité, hein, qui a quand même pas été, qui a été malmenée, hein, notamment par les syndicats. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez chaud. Et c'est vrai qu'aussi les incivilités durant l'été dernier, il y a un certain ras-le-bol du côté de la population. Il y a tout de même des plans qui ont été échafaudés pour surtout plutôt de la prévention, mais c'est vrai qu'il arrivera un moment où il faudra peut-être sévir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Gland. Merci Michel. Passons à Rolle. Peut-être changement de syndicature également. Monique Choula-Pugnal qui devient donc syndic et reprend l'administration générale, les finances et l'informatique. Dans les changements majeurs, nous avons également Monsieur Giorgio Michello qui reprend donc toute la culture, puisque une partie de la culture était gérée par Madame Choula-Pugnal avant. Mais la grosse nouveauté, c'est que Monsieur Giorgio Michello reprend la sécurité principale et donc la police. Oui, alors... Moi, je dirais qu'il y a en fait une des nouveautés, c'est peut-être le retour de l'école à M. Aldiman, en fait, qui en a été dépossédé, en tout cas il l'a perçu comme tel au moment de l'élection complémentaire qu'a vu Giorgio Michello accéder à la municipalité de Rolle et la droite prendre la majorité. Ça a été perçu comme un coup de force. Là, je vois qu'il récupère l'école, donc c'est peut-être un signe d'apaisement de la part du PLR notamment. Et je pense que c'est une bonne chose, et c'est quelque chose qu'il apprécie, donc je pense que ça a dû bien se passer, les répartitions. Et puis autre chose aussi, les finances, hein, qui étaient jusqu'alors entre les mains du syndic
socialiste, mais qui a entre-temps démissionné du Parti socialiste, et que certains qualifiaient de PLR plus qu'un PLR. Mais enfin, toujours est-il que là maintenant, le PLR qui s'est beaucoup investi dans ce bras de fer contre le canton, est maintenant en prise directe et va pouvoir peut-être poursuivre son combat et peut-être en voir aussi les limites. Exactement. Et puis Loïc Haldiman qui a donné les dicastères qu'il avait, notamment travaux publics et services industriels à Margaret Rushdie, et puis également l'urbanisme et la mobilité à Cécile Rhodes, également pour lui se concentrer sur des affaires de plus en plus sociales aussi. Oui, puis il y a aussi, je crois, sauf erreur, l'écologie, enfin tout ce qui est développement durable va aussi à Madame Rhodes, qui est de vers libéral et donc sensible à ces thèmes. Effectivement. Oui, tout à fait. Voilà pour Roll à Nyon, Michel. Surprise du côté de la création de ce pôle affaires régionales qui donc a été confié à Pierre Wallon. À quoi sert ce pôle? Alors, c'est une évidence que à l'heure actuelle, les grandes décisions se prennent à l'échelle régionale ou d'associations de communes. Et c'est vrai que les municipaux siègent dans de multiples associations, même des fois aussi des conseillers communaux généraux. Et c'est peut-être une volonté de la part de Nyon de regrouper toutes ces... Alors, peut-être pas toutes, je pense par exemple Police Nyon Région, ça devrait rester avec le dicastère de la sécurité de Roxane Farolinares, mais toutes ces implications, et notamment le conseil régional, c'est important que la vision d'ensemble reste peut-être sous une même personne. Et là, on se rend compte en fait que ça va aussi faire un gros changement du côté de région de Nyon, parce qu'on sait, Gérald Cretegny avait déjà annoncé, même si avant de savoir qu'il ne serait plus syndic, qu'il ne serait plus du comité directeur de région de Nyon, et Daniel Rosla, du coup, arrête aussi et sera remplacé par Pierre Wallon. C'est presque autant une révolution pour un changement pour la ville de Nyon que pour la région, puisque Pierre Wallon est quand même quelqu'un qui siégeait au conseil intercommunal, qui s'est monté assez souvent critique vis-à-vis de l'institution, et du coup il va pouvoir peut-être influencer d'une autre manière la région de Nyon, qui a certainement besoin d'un peu de renouveau. Et là, en l'occurrence, ce sera fait. Alors oui, la région, c'est très important, et Pierre Wallon va pouvoir amener son œil critique. Ouais, d'autant plus que Pierre Wallon donc, reprend également le dicastère de l'environnement, lâché donc par Roxane Farolinares. Un tout petit mot là-dessus, peut-être? Ouais, alors, sauf erreur, elle garde la mobilité. Donc, elle, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup investie dans la mobilité douce, donc c'est un peu de l'environnement de toute façon. Et voilà, je pense que... Après, la sensibilité verte de M. Wallon va aussi probablement l'aider à gérer ce dicastère, qui prend de l'ampleur. Et on se rend compte, tous les projets à Nyon en ce moment sont quand même très teintés développement durable. Enfin, il y a de très gros projets là autour. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Oui. Et puis un dernier mot sur Nyon. Donc, dans les changements majeurs, il y a aussi donc Stéphanie Schmutz qui reprend l'urbanisme, et puis Alexandre Démétriades qui prend le sport et la culture. Là-dessus, pas de surprise? En tout cas, pas pour M. Démétriades, qui est quand même très actif dans les milieux culturels nyonnais. Et sportif aussi. Voilà, oui, aussi. Donc là, il y a une certaine logique. Après, c'est peut-être une surprise. C'est Stéphanie Schmutz qui se lance dans l'urbanisme. Alors, elle était plutôt dans les affaires sociales et l'école, un peu moins dur que l'urbanisme, mais c'est tous des secteurs qui tournent. Elle a une grande expérience, elle a des choses qui fonctionnent. Je pense que l'urbanisme, c'est un vrai défi pour elle, et je pense que ça peut-être lui booster la motivation. En tout cas, c'est pas simple, du tout. Je suis persuadé qu'elle en a les capacités, et je pense que c'était aussi une bonne chose qu'il y ait un nouveau défi. Là.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la répartition des dicastères au sein des 4 principales municipalités du district de Nyon. Merci Michel Jotran d'avoir donc analysé un petit peu ces changements de dicastères avec nous, d'avoir été sur le plateau. Et puisque vous êtes sur notre plateau, j'en profite juste pour toucher un petit mot de la fête du terroir qui aura lieu le samedi 19 juin, qui est organisée par le Journal de la Côte et la ville de Gland, qui aura lieu dans la cour de Grandchamp avec une trentaine de producteurs des districts de Morges et de Nyon. C'est de 9h à 17h. Un tout petit mot sur cette fête du terroir que vous organisez. Déjà, commencer par dire qu'ils sont plus 50 que 30. Ah, plus 50. Pardon. Mais enfin, ça a beaucoup de succès, hein, les inscriptions. Alors oui, nous, la Côte a décidé de rendre hommage à notre terroir et ceux qui le cultivent et ceux qui en transforment les produits. C'est pour nous, c'est nous qui sommes des fans de proximité et de liens sociaux entre les habitants de cette région. Le terroir est un ciment, très certainement. On a vu d'ailleurs avec les effets de la pandémie le retour à des circuits plus courts et des choses comme ça. Donc nous, on voulait rendre hommage à tous ces gens qui travaillent et qui font des merveilleux produits. Alors on a déjà toute une série d'articles qui sont en train d'être diffusés là, et qui seront sur les 2 prochaines semaines, notamment sur les jeunes agriculteurs dont c'est pas facile en ce moment de reprendre un domaine, même familial. Il faut avoir aussi la foi. Et puis, et tout ça, donc on a aussi des choses sur les brasseries artisanales, enfin tout ce qui fait le bon goût et les bonnes choses 100% locales. C'est comme nous d'ailleurs. Et puis, tout ça sera en fait couronné par une grande fête du terroir. Alors, ça a été très très délicat de lancer une telle organisation dans les conditions qu'on connaît. Alors, ouais, et on ne sait pas encore exactement tous les détails sanitaires, mais pour le moment, les feux sont au vert. Voilà, absolument. Oui, et puis je pense qu'on est plutôt on est sur la bonne voie, et donc on aura même 2 concerts live. Hein, ce qui n'était pas tout à fait évident il y a pas si longtemps que ça. Et puis, justement, on a envie que les gens puissent découvrir plein de merveilleux produits qui sont tous de la région. Alors ça, c'était vraiment le leitmotiv. Donc, 50, on a différentes animations. Ce sera vraiment, j'imagine, très très sympa. On aura le kiosque à musique, mais lui, il est encore en enregistré, mais on aura quand même 2 performances live. Et en attendant, donc le 19 juin pour cette fête du terroir, il y a tout donc le dossier qui est consacré sur le site de la Côte.ch. Merci beaucoup Michel Jotran d'avoir été avec nous. Mais merci, à très bientôt. À bientôt. Deux montagnards nyonnais se lancent le défi de parcourir la Via Valais, soit un trail de 7 jours, 250 km et 18 000 mètres de dénivelé, reliant Verbier à Zermatt cet été. Comment les 2 amis Enzo Chong et Alexandre Hoffmann, 17 ans tous les 2, se préparent-ils à un tel challenge? C'est ce qu'on va leur demander. Bonjour Enzo. Bonjour. Leur demander, voilà, faut que je leur fasse quand même. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à tous les 2 les garçons. Alexandre, peut-être dis-nous pourquoi ce projet de Via? Alors, je pense tout d'abord c'est un projet sportif, qu'on veut vraiment essayer de se mettre à un niveau assez, plus élevé que ce qu'on a l'habitude. C'est une façon de se tester dans le monde montagnard qu'on adore, qui pour vraiment nous est une passion. Puis c'est un test sportif et physique et mental en fait pour nous, je pense que... D'aller encore plus loin que ce que vous faites déjà. Ce que vous faites déjà Enzo, c'est donc du trail. Explique-nous c'est quoi? Donc vous courez en montagne en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors le trail, exactement, c'est la course en montagne. Donc ça peut se faire vraiment partout. Partout où vous avez des chemins et des forêts. Vous pouvez courir là-bas. Et exactement, alors là vous pouvez voir différentes photos de la Dôle, où on va souvent courir s'entraîner dans la région, dans le Jura. Et donc, contrairement à la course à pied sur route, le trail, donc c'est quelque chose de plus technique au niveau des pieds. Il y a beaucoup de différentes techniques en fonction de la pente, du terrain. Et donc, faire plus attention aux chevilles, quoi. Exactement, oui. On va venir varier justement les plaisirs en allant chercher des descentes et aussi des récompenses quand on arrive tout en haut d'une vue, et c'est magnifique. D'accord. Comment vous êtes rencontrés tous les 2? Alors, vous avez 17 ans, vous êtes au gymnase, c'est peut-être là que vous êtes rencontrés? Alors, pour nous, c'était un peu avant, à l'école de Genolier, en école secondaire. On était dans la même école.
on se connaissait pas tant que ça. On se connaissait de vue, mais sans plus. Puis après, un jour, on était les deux en train de grimper en fait dans une salle de grimpe. Et puis on s'est croisés, on a grimpé ensemble, puis on a réalisé en fait qu'on a vraiment les deux les mêmes passions. Et puis on a commencé à courir ensemble. Donc l'escalade déjà de base, déjà et ensuite la course. Et puis on a commencé à trouver ça ensemble, puis on s'est dit bah continuons ensemble parce que on est un combo assez on gère bien ensemble quoi. Ouais. Et Enzo, qu'est-ce que ça veut dire on gère bien ensemble? Ça veut dire quoi? Vous formez du coup ce duo sportif? C'est ça, ce qui est assez intéressant déjà à noter, c'est la différence de taille. Alex qui est bien plus grand que moi et moi plus petit, mais on a chacun nos avantages et nos inconvénients, on est meilleurs dans certains domaines. Et donc c'est super cool justement de se réunir les deux dans ce projet, c'est un sacré défi. Ouais. Du coup, parce qu'il va falloir gérer justement si quelqu'un est en difficulté, réussir à s'adapter chacun en fonction du rythme. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne. Alors là en ce moment c'est compliqué de s'entraîner ensemble parce qu'Alex est à Lucerne en maths bilingue. Ouais. Mais on essaye au possible de se voir le plus souvent pour aller faire une sortie le week-end ou autre. D'accord. Ouais, tu parles de différence de taille. On va voir les images bien entendu sur l'écran. Vous avez déjà fait ce genre de projet avant. Alors là c'est clair qu'on parle de 7 jours, 250 km, etc. Mais vous avez fait quoi comme projet tous les deux avant, Alexandre? Donc c'est vraiment un peu, on part dans l'inconnu, pour être honnête. C'est une idée un peu folle qui nous est venue, et puis on s'est dit, on se lance, et puis on essaye, on tente. Et puis, mais maintenant, avec l'entraînement, etc., on a plus d'expérience dans la montagne, etc. Puis en plus, on a déjà passé beaucoup de temps dans le monde alpin, que ce soit pour de l'alpi, de l'escalade, etc. Donc on connaît la région où on va courir, mais c'est le plus gros projet jusqu'à maintenant, quoi. On n'a jamais fait un truc pareil. D'accord. Et donc, vous êtes allé choisir donc les montagnes en Valais. 7 jours, je le dis, 250 km, 18 000 mètres de dénivelé. Qu'est-ce que c'est, Enzo, finalement, le défi, en fait, à part les 7 jours, justement, d'endurance Alors, le défi, ça va être aussi... Un gros défi, ça sera la météo. Vraiment. Parce que là, avec la saison qu'on a eue, il y a encore beaucoup de neige là-haut dans le Valais. Et donc, nous, on part le 11 juillet. Le 11 juillet, c'est le début de la course. Donc ce sera l'itinéraire qu'on va faire pendant 7 jours, du 11 au 17. Et vraiment, à partir de ce jour-là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de météo. Donc on a déjà réservé les cabanes, puisqu'on dormira la nuit en cabane. On court la journée. Pas de tente? Non, pas de tente. Parce qu'on a des sacs à dos, il faut que ça soit léger. Ah ouais? Oui, parce que si on marchait, on pourrait le faire. On pourrait avoir des tentes. Mais là, on essaiera vraiment d'avoir du matériel le plus léger et compact possible. Du coup, on part vraiment sur du très très light et on doit dormir en cabane. D'accord. Et on court combien d'heures par jour à peu près? C'est quoi que vous prévoyez, Alexandre? Alors, ça dépend vraiment des journées, ça dépend vraiment de notre état du moment. Mais je pense qu'on peut partir sur jusqu'à autour de, à mon avis, 7 heures. À mon avis, bien 7 heures selon les jours. Et puis, ça dépend vraiment de comment on se sent. Et si on arrive à courir à un bon rythme tout le long, c'est qu'il y a peu de chance. Ouais. Mais ça dépend du temps, mais ça va tourner autour des 7-8 heures, je pense, par jour. Enzo, on parle quand même, c'est dans le mail que vous m'avez envoyé, je le dis quand même, c'est que c'est équivalent à courir 6 marathons et le dénivelé, c'est 2 fois la taille du Mont Everest. Ça me paraît énorme, moi, quand je lis ça. Ah oui, alors ça l'est en effet, oui, on aura plus de 35 km à faire par jour en moyenne. Et avec combien de dénivelé au total? 2500 mètres de dénivelé par jour. Hein. Donc oui, c'est quelque chose de conséquent. Alors ici, c'est un peu compliqué de s'entraîner parce que dans le Jura, on n'a pas beaucoup de montagnes très très hautes. Donc on fait comme on peut, on fait des allers-retours à la Dôle, mais faut s'adapter et on essaiera d'aller au plus vite sur le terrain, directement dans les Alpes pour s'entraîner un week-end tous les deux. D'accord, d'accord. Donc il y a de l'endurance, il y a le temps qui va être compliqué à maîtriser, on comprend, le physique, le mental bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être préparé, pour se préparer à 7 jours de trail? Je pense que ça va être un peu de se lancer dans l'inconnu. Enfin, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, je pense un peu de courage, un peu de... Notre amitié, elle va beaucoup nous aider pour s'aider dans les moments difficiles. Niveau organisation, c'est aussi compliqué de savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, quoi manger, comment récupérer le soir. C'est tout un peu des questions organisationnelles, logistiques qui sont un peu compliquées. Mais je pense que ça va vraiment être dans la tête, ça va tout être dans la tête, à mon avis. Enzo, ça aide d'être à deux? Alors oui, c'est vrai, parce que du coup, comme Alex n'est pas là souvent en ce moment, et comme il est à Lucerne, moi je cours la plupart du temps tout seul, et c'est vrai, on a son rythme à soi, mais dès qu'on a des petits moments difficiles, c'est bien d'avoir une deuxième personne qui nous pousse à aller un peu plus vite, un peu plus loin toujours.
Donc c'est vrai, être à deux, je pense, ça va vraiment aider aussi en termes de sécurité. Ouais. Parce que dans les Alpes, vraiment, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc si à un moment on se prend dans une tempête, si tu es tout seul, tu es très très mal. Ouais. Par contre, en termes de mental, de morale, il y a des engueulades des fois quand même. Alors, oui, c'est vrai, des fois on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses, sur les mêmes façons de faire, mais je pense qu'on a les deux, on a le même but, et puis tout le temps on essaye de travailler ensemble pour aller vers ce but. Ça va pas être facile de passer toute la journée à courir ensemble, mais on est très proches, on a une très bonne amitié, et puis même dans les moments difficiles, ça va passer, ça va le faire. Ça arrive, Enzo, qu'il y en a un qui pète un câble. C'est qui le plus nerveux des deux là, qui dit arrivé là-haut, qui dit bon bah moi je me casse, je prends mes affaires, je redescends. Non, on finit ce qu'on fait. Ah bon, on finit. Quand on commence ensemble, faut faire des concessions des fois. Quand ça va pas, tu prends un peu sur toi, mais ça va en général, okay. on se débrouille bien. D'accord. Pas de problème. Donc il y en a pas un qui s'énerve plus que l'autre. Ça va. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de... Ce sera la surprise. C'est la surprise. D'accord. Ouais. Alors, on a compris un peu les préparatifs physiques et mentaux. Quel matériel est à prévoir pour faire un trail de 7 jours? Ouais, donc on a besoin de matériel très léger et très compact pour pouvoir tout porter sur le dos, mais on a également besoin de matériel chaud qui peut être là pour toutes les conditions météorologiques, on en a parlé. Donc des vêtements, et puis nourriture, boissons, tout ça, ça va être très très important. Aussi du matériel plus sécurité, un GPS, des choses comme ça, qui sont là pour toute éventualité. Ouais. Mais aussi de l'équipement, une caméra, des choses comme ça, parce qu'on en fait un documentaire. Et puis il faudra filmer, donc c'est tout du matériel qu'il faudra être très léger et compact dans le sac pour pouvoir être là pour tous les besoins, quoi. D'accord. Enzo, vous êtes en recherche en plus pour ce projet-là. Vous êtes en recherche en ce moment de financement, de sponsoring. À quoi ça vous sert justement pour faire ce trail? Alors, comme l'a dit Alex, ça va servir en partie pour l'équipement. Parce qu'en effet, tout ce qui est petit, léger et compact, ça coûte souvent cher. Donc on aura besoin d'un petit peu d'argent pour ça, mais c'est surtout aussi pour l'hébergement. Parce que les nuits en cabane, avec la demi-pension et tout ça, ça coûte très cher. Surtout que les cabanes en ce moment sont en grande difficulté parce qu'il n'y a pas eu grand monde en ce moment. Donc oui, les cabanes et l'hébergement va coûter assez cher. D'accord. Vous avez déjà trouvé des partenaires, Alexandre? Donc on a la chance pour l'équipement, on a Columbia, la marque, qui nous a gentiment donné pas mal de matériel, d'habits, de vêtements. On a aussi des liens avec SP Sport à Gland qui nous font des rabais sur la section trail pour peut-être les bâtons de course, etc. Et puis, mais pour la nutrition, pour l'hébergement, on a lancé un crowdfunding sur GoFundMe. Ouais. Donc ça, c'est des gens qui pourraient donner de l'argent afin qu'on puisse subvenir à nos besoins. Quoi. Bien sûr. D'accord. Donc, du coup, rendez-vous le 11 juillet, c'est ça alors le départ? Donc, l'arrivée 7 jours après, quoi. C'est ça. Oui. 18 juillet. Donc, si tout va bien. Ouais, si tout va bien, on vous souhaite en tout cas, les garçons, Verbier, Zermatt, c'est la Via Valais que vous allez parcourir tous les deux, Enzo Chong et Alexandre Hoffman. Vous avez tous les deux 17 ans, vous êtes mignonnais, on le rappelle. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, plein succès pour votre projet alors. Merci. Merci. Avec sa nouvelle exposition permanente indienne, un tissu à la conquête du monde, le château de Prangin remanie l'histoire locale et globale. Visite en compagnie de Hélène Bierry-Thompson, la directrice du Musée national suisse. Vous êtes ici dans l'exposition indienne, un tissu à la conquête du monde, qui invite en fait les visiteurs à un véritable tour du monde, de l'Inde à l'Europe, de l'Europe à l'Afrique et de l'Afrique en Amérique. C'est un voyage dans l'espace, dans le temps, effectivement, qui commence, disons, chez nous dans l'expo au XVIIe siècle. Et effectivement, on va jusqu'à aujourd'hui. Dans l'exposition, les visiteurs verront aussi où est-ce qu'on produit encore des indiennes de nos jours et dans quelles conditions. L'idée de cette exposition, c'est aussi de tisser histoire locale et histoire globale et de montrer comment les Suisses ont été impliqués dans l'histoire des Indiennes. On a un très bel exemple ici. La lettre est envoyée par un Genevois
qui propose ces échantillons à un négociant de tissu à Bordeaux. Bordeaux, grand port de la traite noire, de la traite des Noirs en France. Et il dit, ben voici des tissus que je peux vous proposer. Alors en l'occurrence, c'est des tissus indiens. Donc le Genevois fait commerce de ces tissus indiens. Mais on sait que exactement ces tissus étaient aussi imprimés en Suisse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces tissus à motif de rayures avec des couleurs très vives, le rouge et le bleu, sont exactement les tissus qu'on retrouve comme vêtements portés par les esclaves. Et c'est là qu'on voit que les liens sont évidents. Les Suisses, eux aussi, ont négocié des tissus qui ensuite se retrouvaient sur la peau des esclaves. Dans l'exposition, nous avons ajouté aussi un chapitre consacré à Glaris. Glaris qui est très important dans la mesure où c'est le seul endroit où la production d'indiennes va se poursuivre au XIXe siècle. Et en fait, les manufactures d'indiennes de Glaris vont fabriquer exclusivement pour l'exportation. Qu'est-ce que ça veut dire que finalement le tissu va s'inspirer de tout cet exotisme, ou est-ce que parfois il va mettre aussi quelque chose de suisse? C'est une très bonne question. En fait, ça dépend. À Glaris, le but, c'est vraiment de répondre à la demande des marchés, que ce soit en Europe de l'Est, en Asie ou en Afrique. Donc là, on va plutôt essayer de vraiment imiter ce que les locaux sur place veulent avoir. Et avec le sarong, les Glaronnais vont développer une technique qui s'appelle le rouge turc, ce rouge très très vif qui était très très apprécié un peu partout dans le monde. Ici, nous vous présentons un lit qu'on appelle un lit à la duchesse. C'est un peu la suite des indiennes, hein. C'est lorsqu'on se met à fabriquer ces tissus en Europe, en l'occurrence en France, à la manufacture de Jouy. Et en fait, le tissu ici, ça s'appelle la fête flamande, c'est le motif. Et donc, les créateurs d'indiennes, là aussi, suivent le goût, la mode de l'époque. Et si on aime la peinture du XVIIe, eh bien, on va retrouver la peinture du XVIIe sur les tissus. Nous nous trouvons ici dans l'espace d'études qui fait partie de ce nouveau centre des Indiennes, un espace où on peut s'intéresser aux techniques d'impression. Voilà. Vous avez ici une toile de Nantes intitulée « Scènes de la vie familiale » avec effectivement des scènes où on voit des bambins dans les bras de leur maman ou de leurs parents. Et ça nous permet comme ça de rendre hommage à cette collection de Xavier Petit-Col. Qu'est-ce qu'on va sortir ici? Voilà, le meunier, c'est une toile inspirée par une des fables de La Fontaine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé ce programme. Je vous souhaite un excellent week-end avec les rétros et je vous dis à la semaine prochaine sur NRTV.